Cap-Vert a été identifié comme un pays qui, malgré ses ressources naturelles limitées, très limitées, a réalisé des gains qui le placent dans une situation jugée très acceptable. Cependant, de telles réalisations ne lui ont pas encore permis de surmonter la grande dépendance de l'extérieur, qui finit, dans une large mesure, par conditionner sa capacité à promouvoir un développement auto-entretenu. La performance relativement positive de l'économie capverdienne, loin de résoudre les problèmes fondamentaux des Capverdiens, a montré des limites quelque peu sévères. Malgré les niveaux de développement atteints, nous sommes conscients que l'économie ne nous fournit toujours pas le niveau de bien-être auquel nous aspirons et que ses faiblesses, en mettant l'accent sur la dépendance vis-à-vis des tiers, sont l'une de ses principales caractéristiques. Les grands défis dans un monde globalisé et caractérisé par des asymétries régionales du développement criantes tiennent à la difficulté du pays, de dimensions démographiques et territoriales limitées et aux ressources naturelles limitées, pour trouver un espace lui permettant d'optimiser ses potentialités et s'impliquer dynamiquement dans le processus afin de garantir à leurs citoyens des conditions de vie adéquates. Après l'approbation de la Constitution de 1992, le pays a connu une nouvelle réalité basée sur l'état de droit démocratique. Nous sommes aujourd'hui un pays avec une maturité démocratique dont nous sommes vraiment fiers et qui se reflète dans la vie quotidienne de nos citoyens et dans le niveau croissant de culture civique que nous acquérons petit à petit. Le pluralisme démocratique a ouvert la porte au pouvoir local, aux processus électoraux, à la création d'un réseau de municipalités et l'augmentation de la participation des populations à la destination de leurs îles et de leurs localités. La liberté est devenue un mot pilier et actuel dans notre système politique, apportant avec elle la participation civique et l'égalité effective des chances pour tous. En fait, l'avènement de la démocratie, une jeune démocratie, âgée de 27 ans à peine, a accordé une nouvelle qualité à l'indépendance nationale en tant qu'étape fondamentale d'un chemin qui aura encore beaucoup d'adaptation. Excellences, messieurs et madame, nous savons tous qu'un développement économique soutenu va de pair avec la démocratie, qui, comme quelqu'un l'a dit, n'est pas un régime politique parfait, mais sera le moins imparfait de tous ceux que nous connaissons. La démocratie et le pluralisme s'accompagnent d'une stabilité politique et d'un climat propice aux affaires, condition indispensable à l'investissement étranger et l'important flux de capitaux. En dépit d'être un pays encore jeune, des plus jeunes de notre continent, âgé de seulement 42 ans, Cabo Verde a traversé de nombreuses difficultés jusqu'à ce qu'il a pu rejoindre le groupe des pays à revenus intermédiaires. Nous savons tous qu'il n'y a pas de recette ou de formule magique, car ce processus comprend plusieurs contraintes, obligeant chaque pays à trouver sa propre voie. Ce dont nous n'avons pas manqué en Afrique,
sont des recettes, des déclarations, des recommandations, des programmes et des projets dans une analyse et une perspective qui croisent les facteurs politiques, institutionnels, sociaux et culturels, conditionnés par un réseau qui parfois suggère un cercle vicieux. Il n'y existe pas un vrai développement parce qu'il n'y a pas de paix. La démocratie n'est pas enracinée parce qu'elle se heurte aux traditions culturelles et morales. Il n'y a pas de paix parce que les contextes d'intolérance et d'exclusion sociale enlèvent aux citoyens la possibilité de construire une société libre, juste, démocratique et pluraliste, renforçant ainsi la prolifération des conflits armés et d'autres maux sociaux. Mais quand nous nous posons la question essentielle de savoir comment surmonter ce cercle vicieux à travers lequel passe l'équation de la transition démocratique et du développement en Afrique, les réponses parfois semblent peu attrayantes et surtout peu convaincantes. Dire par exemple, chers amis, que la démocratisation dans les pays dits du tiers-monde, et particulièrement en Afrique, est un processus de réinvention permanente, de reconstruction, de récréation. Dire que l'Afrique a besoin d'une nouvelle ligne de pensée politique, affirmer que l'Afrique a besoin de retrouver sa confiance en soi, la seule manière pour l'Afrique de se positionner comme égale par rapport au reste du monde, tout en inventant ses propres programmes économiques et politiques de développement. Tout cela, sans cesser d'avoir raison, pourra créer un sentiment d'inconfort ou d'insatisfaction chez ceux qui veulent des réponses concrètes. Insatisfaction et malaise que je vais certainement vous laisser ici, dans l'impossibilité de vous fournir des solutions particulières et concrètes, si elles existent. Mais je vous dirais qu'avant tout, il faut aussi comprendre que la démocratisation elle-même est toujours un processus inachevé, dépendant de l'affirmation de la société civile et d'une dimension du pouvoir pluraliste en son sein, ou de manière permanente puissent être reproduites ou produites les tendances de démocratisation de la structure politique. Je crois qu'en Afrique, le processus de démocratisation totale serait fait d'avancées et de recul, dans une relation dialectique entre modernité et tradition, entre l'affirmation de l'autonomie et la pression de la dépendance, entre la demande de développement économique et la lutte contre l'exclusion et l'inégalité sociale, entre la liberté et les tentations de son conditionnement, entre l'arithmétique des technocrates et la politisation des enjeux sociaux, entre le réalisme et les préjugés. Pour cette raison même, je crois qu'il ne peut pas y avoir de processus unique de démocratisation, pas même de modèle à suivre. Nous sommes même convaincus que la démocratisation ne sera possible que si nous abandonnons les positions extrêmes du type culturaliste ou historiciste qui rejettent les changements et les critiques des valeurs et des traditions, ou, à l'inverse, qui sont guidés par le mimétisme culturel. Dans un processus où les mouvements sociaux des jeunes sans emploi, des étudiants, des enseignants, des journalistes, des avocats, des groupes de défense des droits de l'homme et des femmes seront certainement décisifs
comme il l'était d'ailleurs à la fin des années 1980. Un rôle de plus en plus actif des élites africaines revenant dans les pays d'origine et l'affirmation progressive des sociétés civiles. Dans un processus où les modèles d'organisation du pouvoir d'État doivent éviter les expériences de concentration ou même de personnalisation du pouvoir qui en Afrique ont donné des résultats désastreux vraiment. En plus des défis de la démocratisation, nous sommes confrontés sur notre continent aux défis de la sécurité, de la stabilité et de l'intégration. J'ai souvent soutenu que la sécurité ne devrait pas être conçue comme une monnaie d'échange de valeurs et de principes qui façonnent le système démocratique. La sécurité doit être comprise comme une condition de l'exercice des principes démocratiques et jamais comme une alternative à la démocratie. Il existe, à mon avis, un noyau essentiel et irréductible des droits et des libertés qui est connaturel à l'état de droit démocratique. La sécurité et la stabilité politique et sociale sont des conditions fondamentales pour l'intégration des pays et des économies de notre sous-région, soit un facteur important de bien-être de notre population. Nous entendons donc continuer au sein de la CEDEAO sur la voie de la participation active à la construction de l'intégration africaine en vue d'une démocratisation effective et du renforcement de l'efficacité de notre organisation régionale, elle, de la promotion des valeurs et des principes démocratiques dans notre continent. Nous insisterons pour intensifier l'intervention de notre organisation afin d'aider à prévenir et à trouver des moyens de résoudre les conflits violents ou politiques avec un potentiel de violence. Bien sûr, nous continuerons à attacher une grande importance au développement socio-économique de notre sous-région, qui est l'objectif central de la CEDEAO, car sans ce développement, le bien-être de nos peuples est gravement compromis. Dans ce contexte, nous développerons des actions visant à accorder une attention particulière à des pays comme le nôtre, des pays insulaires et de petite dimension territoriale et démographique. Excellences, Monsieur le Recteur, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, mes concitoyens ici présents, chers étudiants, Mesdames et Messieurs les journalistes, nous trouvons dans une université où nous ressentons le rêve et l'irrévérence de la jeunesse, à l'ombre de la sagesse des aînés et des expérimentés. Nous disons que Cap-Vert et le Sénégal sont deux pays dont la jeunesse est un grand espoir et en même temps un défi. Et je voulais terminer par un regard sur ce potentiel de création et d'innovation que sont nos enfants et petits-enfants, les entrepreneurs, les artistes et les leaders politiques de demain. En reprenant ce que je viens de dire à propos du régime démocratique, à cet égard, je crois qu'une démocratie qui va être moderne aura tout intérêt à ce que les organisations de jeunesse soient basées sur des structures autonomes, solides, capables d'être des outils précieux de suggestion de politiques cohérentes, d'influence des attitudes positives et du suivi permanent des critères de définition des politiques publiques, en particulier des politiques pour la jeunesse. Seules les organisations de jeunesse, bien qualifiées institutionnellement
et disposant d'un leadership fort et indépendant peuvent être fidèles aux engagements qui les sous-tendent, qui sont les véritables intérêts des jeunes. Seules des plateformes de jeunes, bien équipées sur le plan technique, matériel et humain, peuvent devenir des véritables alliés du développement. C'est sur les générations plus jeunes, comme vous, qui sont encore à l'école et aux universités, que nos pays comptent aussi pour ambitionner une croissance économique avec une répartition équitable des richesses, pour approfondir la démocratie et pour inventer de nouvelles formes de vie qui soient capables de renforcer culturellement et spirituellement l'individu et les sociétés avec des valeurs de solidarité, de coopération, du plaisir d'apprendre, du travail bien fait, d'effort et de justice. Ceux-ci devront être les éléments qui sous-tendent l'esprit d'entreprise des jeunes, qui apparaît un peu partout et qui prend une importance croissante. C'est pourquoi je crois que pour construire un monde meilleur, renforcer la démocratie et stimuler la citoyenneté, ce n'est pas seulement l'économie qui est importante. Les valeurs sont également fondamentales. La création d'une plateforme de valeurs qui met en évidence les idéaux démocratiques, la justice sociale et le partage des objectifs est un atout qui ne devrait pas être gaspillé, mais poursuivi. J'y profite de la présence des illustres recteurs et responsables de cette noble université, du ministre de l'Enseignement supérieur, pour exprimer le souhait que nos universités et nos institutions d'enseignement supérieur puissent se rapprocher, échanger des expériences à différents niveaux, coopérer de plus en plus étroitement avec l'université sénégalaise. Le Cap-Vert possède environ une douzaine d'établissements d'enseignement supérieur, d'un processus commencé il y a seulement 10 ans. Mais cela peut être un moyen de resserrer nos liens dans ce domaine. Une expérience qui pourrait aussi être apportée à d'autres niveaux de connaissances. En fait, vous êtes et serez toujours nos voisins les plus proches. Et à cet égard, je me souviens souvent des paroles du poète et du président Senghor, qui, bien prononcées il y a plus de 50 ans, sont encore actuelles. Je cite: « Grâce au progrès de la culture, de la science et de la technologie, nous sommes devenus, au cours de ce siècle, ouverts les uns aux autres, serrés les uns contre les autres, corps et âme. » La seule leçon de cette interdépendance planétaire est que nous devons nous adapter à l'échelle universelle pour la paix et en paix. Merci de votre attention. Un grand honneur et un privilège singulier d'intervenir et de visiter l'UCAD, une des grandes références universitaires en Afrique. J'espère pouvoir revenir. Bravo à ses dirigeants
à ses enseignants et à ses élèves. Georges Fonseca, président du Cap-Vert. Président de la République, nous offrons quelques œuvres de nos facultés, écoles et instituts. Et ça, c'est une médaille du président de la République du Cap-Vert. Je crois que c'est la première fois que j'offre cette médaille qui a été faite il y a quelques jours.